Écoutez-moi, le monde tel que vous le connaissez touche à sa fin. Il n'y a plus d'espoir. NXO. Demagogue's not DEAD. Yet. We've infiltrated. They're watching. Demagogue. Alors aujourd'hui, on va plonger dans une histoire assez dingue. Celle d'un collectif de hackers qui essaie de construire un tout nouveau modèle de société. Et ça, depuis l'intérieur même de l'État belge. Leur nom de code, c'est wifi.eu. C'est un projet hyper complexe, résolument punk, et qui nous donne peut-être un aperçu des formes de résistance de demain. Et d'ailleurs, les créateurs du projet nous le disent d'emblée, ce n'est pas une analyse politique classique. Là, on entre dans un véritable labyrinthe numérique, un monde où le code informatique rencontre la contestation sociale. Alors, mieux vaut s'accrocher. On va commencer par le cœur du réacteur, par le paradoxe central de tout ce projet. C'est un vrai glitch dans la matrice. La question c'est, comment un groupe peut-il bien demander des subventions à l'État avec comme objectif de démanteler la logique même de cet État? Pour ça, leur stratégie, c'est celle du cheval de Troie. D'un côté, on a le CCPLC, c'est la façade respectable, la coquille administrative bien propre pour aller demander des subventions, et de l'autre, on a wifi.eu, l'avatar complètement sauvage et ingérable, là où se passe la vraie résistance numérique. C'est une double identité pour infiltrer la forteresse de l'intérieur. Et au centre de leur philosophie, il y a ce concept, un mot bien de chez eux, bien belge, le brol. En gros, le désordre, le bazar. Mais attention, ce n'est pas de la négligence, non. C'est un acte politique. C'est une manière de refuser les solutions technologiques toutes lisses, parfaites, imposées d'en haut par l'État ou par les géants de la tech. C'est une célébration des systèmes humains, qui sont par définition organiques, vivants, et donc forcément un peu chaotiques. Et c'est là que le contraste est saisissant. L'esthétique est totalement punk. Je veux dire, on trouve des insultes comme « connard » ou « mon cul » cachées dans les lignes de leur code. Mais derrière cette façade de chaos se cache une analyse ultra rigoureuse, quasi universitaire des politiques publiques. C'est du très sérieux, qui refuse juste de se prendre au sérieux. Bon, maintenant qu'on a vu qui ils sont, voyons un peu contre quoi ils se battent. Leur grand antagoniste, il a un nom, le virus Arizona. Alors non, ce n'est pas un virus informatique, bien sûr, c'est le nom qu'il donne à un ensemble de réformes de la sécurité sociale belge qu'il voit comme une menace majeure. Et ce scénario, il est très concret. En janvier 2026, il y a cette proposition de mettre fin au statut d'invalide permanent pour le remplacer par une réévaluation chaque année. En même temps, une nouvelle taxe est censée forcer les entreprises à réintégrer les malades. Et puis, il y a cette date fatidique, le 1er avril 2026, une nouvelle vague d'exclusion du chômage qui va cibler les gens qui ont des carrières courtes. Bref, l'étau se resserre. Pour le collectif, l'offensive n'est pas que politique, elle est aussi médiatique. Il voit certains médias un peu comme des agents Smith dans Matrix, dont le rôle serait de préparer l'opinion publique à accepter ces réformes. Et comment? En stigmatisant les chômeurs et les malades, en les faisant passer pour des fraudeurs. C'est ce qu'ils appellent une véritable guerre sémantique. Leur argument principal, il repose sur ce ratio. Le collectif affirme que la fraude fiscale est 150 fois plus importante que la fraude sociale. 150 fois. Et pourtant, d'après eux, le débat public se focalise quasi uniquement sur la petite fraude sociale, et ça, c'est pour justifier des mesures de plus en plus dures contre les plus précaires. C'est cette distorsion qu'ils veulent combattre. Alors, face à une offensive pareille, comment on résiste? Eh bien, le collectif ne se contente pas de dénoncer, loin de là. Il a développé tout un arsenal d'outils, à la fois juridiques et numériques, de vrais cheat codes pour déjouer le système. Prenons leur contre-attaque juridique. Ils ont transformé une procédure administrative qui est normalement super longue et opaque en une campagne publique, en une sorte de jeu. Chaque étape devient un niveau. D'abord le dépôt du dossier, puis le recours administratif, ensuite le Conseil d'État, et enfin le boss de fin de niveau, la Cour constitutionnelle. C'est une façon assez géniale de rendre le combat visible et de mobiliser les gens. Maintenant, regardez bien ce chiffre. 15 768 €. Il faut le retenir. C'est le cœur de leur contre-argument économique. C'est le coût annuel pour l'État d'une seule personne maintenue dans la précarité par l'aide sociale. C'est ce qu'ils appellent l'effet du boomerang budgétaire. L'État, il cherche à économiser 50 000 € par an en refusant de financer leur projet.
Sauf que le collectif démontre que ce calcul est absurde. En empêchant des citoyens de s'émanciper, l'État se condamne à payer ses 15 768 € par an pour chaque personne qu'il maintient dans la précarité. Au final, l'exclusion coûte bien plus cher à la société que l'investissement. Leur façon de s'organiser est tout aussi fascinante. Ils s'inspirent d'une doctrine militaire allemande, l'Auftragstaktik. L'idée est assez simple, le commandement central définit la mission globale, le quoi, mais le comment est entièrement laissé à l'autonomie et à l'initiative des agents sur le terrain. Ça donne une agilité qu'une structure hiérarchique classique ne peut absolument pas avoir. Et puis il y a leur autre arme maîtresse, la licence démogarchique. C'est une innovation juridique qui est juste cruciale. Elle permet à des personnes en situation de précarité, au chômage ou en maladie, de contribuer au projet sans risquer de perdre leurs allocations. Comment ? C'est simple. Elle garantit qu'ils restent propriétaires de leur travail. Pas de lien de subordination, donc pas de contrat de travail déguisé. C'est un véritable bouclier légal contre l'État contrôleur. Tout cet arsenal, toute cette résistance, ça mène à un objectif bien plus grand. Il ne s'agit pas seulement de se défendre, mais de construire une alternative. Un nouveau système d'exploitation pour la société, en quelque sorte, la démocratie. Et là, l'ambition est juste immense. Il s'agit de construire un 5e pilier pour la société belge. À côté des piliers traditionnels de la Sécu, ils veulent en créer un nouveau, qui ne serait plus dédié à la prise en charge des gens, mais à leur émancipation, à leur autonomie. Les règles de ce nouveau système sont révolutionnaires. Le pouvoir vient de la base, il remonte. L'objectif, c'est de rendre les gens capables, pas dépendants. Les outils sont open source pour garantir une souveraineté numérique, loin des GAFAM. Et surtout, il y a ce qu'ils appellent le droit au fork, un concept qui vient du logiciel libre. N'importe quel groupe peut décider de se séparer pour continuer la mission à sa manière. C'est la garantie ultime que le projet ne sera jamais capturé ou dévoyé. On termine sur la conclusion que le collectif lui-même nous propose. Face à un système qui semble parfois organiser la précarité et fabriquer le consentement, est-ce que la seule réponse vraiment rationnelle, ce n'est pas de devenir ingouvernable, de construire ses propres outils, ses propres règles et de refuser de jouer le jeu ? Une question qui, au-delà de la Belgique, pourrait bien servir de benchmark mondial pour penser de nouvelles formes de citoyenneté. Imaginez un audit. Mais oubliez tout de suite les consultants en costume et les tableaux Excel. Pensez plutôt à un audit punk. Un audit à 360 degrés, complètement chaotique, mené par ceux que le système est censé servir. Un audit qui chercherait les angles morts, juste pour voir. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une pile de documents assez uniques, ceux de l'écosystème de résistance numérique belge, wefi.eu. On a leur manifeste, leurs notes techniques, et notre mission, c'est de décortiquer comment ce collectif utilise des méthodes, disons, out of the box, pour auditer la logique de l'État, souvent en retournant le système contre lui-même. Oui, et ce qui frappe tout de suite, c'est que ce n'est pas juste un projet de contestation classique. C'est un vrai laboratoire. Pour eux, la politique, la bureaucratie, c'est comme du code informatique. Un code qu'on peut décompiler, débugger et même tenter de réécrire. Et tout ça avec une esthétique qui revendique. Le brol, un mot bien belge pour dire le désordre. Hein. Exactement, mais c'est un désordre très très organisé. D'accord, alors commençons par le cœur du réacteur. Ce paradoxe un peu fou qui est au centre de leur projet. Ils essayent de se faire financer par l'État pour pouvoir en fait démonter la logique de ce même État. Dans leurs notes, ils appellent ça leur braquage du siècle. C'est exactement ça. Et pour y arriver, leur stratégie, c'est celle du cheval de Troie. Leur document le montre très bien, il y a une dualité. D'un côté, on a le CCPLC, le collectif citoyen pour la participation libre et consciente. La façade respectable ? Voilà, la coquille administrative bien propre qui remplit les formulaires pour demander un agrément en éducation permanente. Et de l'autre côté ? Il y a wefi.eu, exactement l'avatar sauvage, le site ingérable, critique, qui revendique le chaos. Le CCPLC, lui, est conçu pour entrer dans la forteresse. D'ailleurs, ils ont une date butoir qu'ils répètent partout, le 31 mars 2026. C'est la deadline pour le dossier de reconnaissance. Mais pourquoi cette double identité ? C'est juste une ruse ou ça révèle quelque chose de plus profond ? C'est plus qu'une ruse, je pense. C'est une reconnaissance de la réalité. Pour que l'institution t'écoute, il faut parler sa langue, adopter ses codes. Le CCPLC, c'est leur traducteur officiel, quoi. Mais pour pas se perdre, ils ont besoin de wefi.ue
comme contre-pouvoir interne. Ils savent très bien qu'ils marquent sur une corde raide. Et c'est là que leur approche devient presque récursive. J'ai vu qu'ils identifient eux-mêmes leur propre angle mort. Ils se demandent, en jouant ce jeu administratif, est-ce qu'on ne risque pas de devenir les bureaucrates qu'on combat? C'est toute la tension entre le punk et la subvention. Ils auditent leur propre stratégie, en fait. Tout à fait. Et cette tension, c'est le moteur de presque toutes leurs actions. Alors parlons-en de leurs armes. En lisant leurs notes, j'ai eu l'impression que leur arsenal, c'est un mélange assez étrange de chaos informatique et de guérilla juridique. C'est bien ça? C'est une excellente synthèse. Pour le chaos numérique, si on va sur leur dépôt de code, sur GitHub, on tombe sur un truc qui n'a, a priori, aucun sens. Une architecture de dossier énigmatique. Un chemin qui se répète. Yann Keep Showroom 1111. Attendez, 11, 11, 11. On dirait un bug, pas une fonctionnalité. C'est une blague de développeur où il y a une vraie stratégie derrière? Probablement un peu des deux. Leurs notes suggèrent que cette structure pathologique serait un test de résistance contre les algorithmes de surveillance, pour voir s'ils plantent. L'autre idée, plus poétique, c'est une tentative de stocker le temps dans de l'espace disque. En gros, même leurs archives sont un acte de résistance. D'accord, c'est une forme de sabotage très subtil. Et cette logique de combat, on la retrouve dans leur guerre sémantique. J'ai vu leur réaction à un reportage télé qu'ils ont jugé stigmatisant. Sans boulot, tous fraudeurs. Leur riposte est surprenante. Elle est radicale. Au lieu de dire « non, on n'est pas des fraudeurs », ils s'approprient l'insulte. Leur slogan devient « si survivre c'est frauder, alors frauder c'est résister ». Et derrière ça, ils brandissent une menace très précise, la tare et bombe. La tare et bomba, ça sonne un peu extrême. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors attention, c'est une métaphore, pas une vraie bombe. C'est une contre-attaque informationnelle massive. L'objectif, c'est de forcer la chaîne télé à requalifier son propre reportage en docu-fiction de série B. Et pour ça, il parle de Google bombing et d'entity poisoning. Ok, là il faut m'expliquer. Ça veut dire quoi, en clair? C'est plus simple que ça en a l'air. Le Google bombing, c'est quand des milliers de personnes se mettent à créer des liens vers le site de la chaîne, mais en utilisant systématiquement les mots « docu-fiction de série B ». Très vite, l'algorithme de Google commence à associer ces termes au site de la chaîne. En gros, ils noient la réputation de leur adversaire sous un chaos sémantique qu'ils ont eux-mêmes créé. C'est fascinant. Ils créent du bruit pour rendre leur vérité audible. Mais ce n'est pas leur seule arme. J'ai vu qu'ils utilisent aussi le droit, mais de manière très ludique. Je pense à leur jeu du moratoire. Absolument. Le contexte, c'est un moratoire du gouvernement qui gèle l'accès à de nouvelles subventions. Pour eux, c'est une menace existentielle. Mais au lieu de lancer un recours juridique obscur, ils transforment cette bataille administrative en aventure collective. C'est ça que j'ai trouvé génial. Chaque étape judiciaire, le refus, le Conseil d'État, devient un niveau de jeu. Et pour chaque niveau, il y a des quêtes pour la communauté. Trouver un argument, faire un montage vidéo, c'est de la gamification de l'activisme juridique. Oui, et le but n'est pas tant de gagner que de rendre le processus transparent et de former les gens. Le jeu rend la complexité juridique accessible, mais derrière ça, la stratégie est très sérieuse. Leur argument principal, c'est la violation du principe de standstill. Le principe de standstill, En simple, c'est un principe de la Constitution belge. L'État ne peut pas faire marche arrière sur un droit fondamental, comme le droit à l'épanouissement culturel, sans un motif très très solide. Et c'est là qu'ils sortent leur arme la plus redoutable, le boomerang budgétaire. le boomerang budgétaire, j'ai vu ce calcul, c'est assez dense. Mais c'est simple et dévastateur. Le gouvernement dit « on doit faire des économies ». Le collectif répond « ok, auditons votre argument ». Et il prouve, chiffre à l'appui, que ce moratoire coûte plus cher qu'il ne rapporte. Il compare le coût du maintien d'une personne dans la précarité, environ 15 768 € par an, au coût d'un projet d'éducation permanente comme le leur, environ 50 000 € par an pour un collectif entier. Donc si je comprends bien, ils disent au gouvernement « Votre tentative d'économiser 50 000 € nous coûte en fait bien plus en maintenant des dizaines de personnes dans une précarité qui coûte 15 000 € chacune. » C'est l'audit qui se retourne contre l'auditeur. Ils auditent les calculs du gouvernement. Exactement. C'est une façon de dire « votre rigueur budgétaire est une fiction mal calculée ». Ce qui m'amène à une question. Comment une organisation qui revendique le brol, le chaos, peut mener des actions aussi structurées? Comment ils s'organisent sans devenir une bureaucratie? Ils répondent avec un concept qu'ils empruntent ironiquement à la doctrine militaire prussienne, l'Auftragstaktik. C'est l'anti-micromanagement.
La direction, si on peut l'appeler comme ça, fixe juste l'objectif global. Explorer, comprendre, agir. Mais elle laisse une autonomie tactique totale aux citoyens sur le comment. C'est comme ça qu'il reste punk tout en jouant le jeu, en décentralisant au maximum? Précisément. Mais pour que cette autonomie ne devienne pas un chaos improductif, il faut un carburant. Et ce carburant, c'est l'intelligence civile. C'est l'ensemble des outils qui permettent aux gens de s'auto-former. Concrètement, ils développent des kits de secours en format Markdown que n'importe qui peut utiliser. Des kits de secours, c'est-à-dire? Ce sont des modes d'emploi, en gros. Comment analyser un budget, comment lire une loi, c'est ce qui permet de passer d'une posture de victime à celle d'acteur capable de monter des dossiers solides. L'action est décentralisée, donc plus résiliente. Si une partie du réseau est attaquée, le reste continue. Et il faut qu'on revienne sur cet aspect délirant, humoristique. J'ai noté qu'ils développent une application d'auto-audit très sérieuse et ils l'ont appelée Journée internationale des connards. Oui, c'est un excellent exemple. Et dans leur documentation technique, c'est truffé de ce qu'ils appellent des craquages. Un développeur qui écrit en commentaire de son propre code « connard, connard, connard » ou des références à Pokémon et Harry Potter. Mon préféré, c'est ce cri du cœur quand une balise HTML ne marche pas. Mais dehors les romanos! On sent le vécu. Et ça, ce n'est pas anecdotique. Ce n'est pas juste de l'humour. C'est une stratégie consciente qu'ils appellent la résistance joyeuse. Le but, c'est de dédramatiser la technologie, le droit, de les rendre humains, moins intimidants. C'est l'incarnation de leur devise. Être sérieux sans se prendre au sérieux. Et tout ça débouche sur leur proposition la plus ambitieuse, la démogralgie. C'est leur projet de société, si j'ai bien compris. C'est leur vision à long terme. Ils proposent un 5e pilier de la société, à côté des partis, des syndicats. Mais la grande différence, c'est que ce pilier ne prend pas en charge les gens. Il les rend capables. Et au cœur du système, il y a une innovation juridique brillante, la licence démographique. Un autre concept qui a l'air un peu complexe? Mais l'idée est très maligne. C'est une solution à un problème central de l'activisme des personnes précaires, comme les chômeurs. Normalement, si vous êtes au chômage et que vous contribuez à un projet, même bénévolement, l'État peut vous accuser de travailler et vous couper vos allocations. Ah oui. La licence démographique, elle, inverse la logique. Le contributeur reste propriétaire de son travail, il cède juste un droit d'usage au collectif. Il n'y a aucun lien de subordination. C'est un hack juridique en fait. Un bouclier pour que l'État ne puisse pas dire « vous travaillez, donc vous n'êtes plus chômeur ». C'est exactement ça, un bouclier juridique pour l'activisme. Et c'est peut-être l'exemple le plus abouti de leur méthode. Trouver un angle mort du système et y construire un outil d'émancipation. Pour résumer, Wi-Fi.eu est un cas d'école fascinant. C'est une démonstration de comment on peut mener un audit à 360 degrés d'un système en utilisant ses propres règles, mais en les détournant, en les hackant. Ils ne cherchent pas les failles pour les réparer, mais ils cherchent les angles morts pour y loger leur résistance. Oui, et ce que leur document montre, c'est que sous ce fameux brawl, ce chaos apparent, se cache une stratégie de résilience extrêmement structurée. Chaque action, chaque concept un peu fou, répond à une menace identifiée. La réforme Arizona de la sécurité sociale, la manipulation médiatique, c'est un chaos parfaitement organisé. Ce qui nous laisse avec une pensée pour la suite. Dans un monde de plus en plus complexe, technocratique, est-ce que la stratégie la plus rationnelle pour l'engagement citoyen, ce n'est pas de devenir, comme il le prône, délibérément et intelligemment, ingouvernable ?